Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau. Et dirigée par Alain Brun. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Riyad Benredjeb dire Le rituel. De l'anthropologie à la clinique, 2015. Radu Klit, Le travail institutionnel en milieu psychiatrique et de l'enfance inadaptée, 2015. Jean-Michel Pécard, Essai de psychologie analytique, 2015. Sébastien Ponnou, Lacan et l'éducation. Manifeste pour une clinique lacanienne de l'éducation, 2014. Sophia Ducceschijudès, Portrait de folies ordinaires. Petit guide de psychopathologie pour tous, 2014. Anna Curir, Les processus psychologiques de la découverte scientifique, l'harmonieuse complexité du monde, 2014. Jean-Pierre Legros, Stracium, Une théorie de la personne, 2014. Aurélie Capobianco dire Peut-on parler au téléphone ? Stratégie clinique pour entendre au bout du fil, 2014. Christelle Demey, Stimuler le cerveau de l'enfant, 2013. Audrey Gaillard et Isabelle Urdapilleta, Représentation mentale et catégorisation, 2013. Jean-Luc Allier, La fragilité en pratique clinique, 2013. Stéphane Vedel, Nos désirs font désordre, lire l'anti-Oedipe, 2013. Slimane Boufrda, Le symptôme en tous sens, 2012. René Souleyrol, La spiritualité de l'enfant. Entre l'illusion, le magique et le religieux, nouvelle édition, 2012. Bernard Gangloff et Daniel Pasquier, Décrire et évaluer la personnalité, mythe et réalité, 2011. Madi Fernagu, Yolande Govindama et Christiane Rosenblat, Itinéraire des victimes d'agressions sexuelles, 2011. Avertissement. La violence concerne chacun d'entre nous, ce sera un des piliers de cette recherche. Dans ces démonstrations, elles concernent, pense-t-on, une frange de la population quand elles deviennent dérangeantes, notamment pour l'ordre social, celui-ci étant le fondement de tout groupe humain. Potentiellement, la violence peut néanmoins prendre corps de multiples façons et degrés, plus ou moins visibles, plus ou moins insidieux, mais toujours destructeurs bien que l'objet atteint ne soit pas le même. C'est pourquoi il est temps de mettre le normal et le pathologique dans la même recherche, qui n'en est qu'une, parmi d'autres, en quête de solutions. Les personnes en grande souffrance vont en chercher des solutions, c'est une question de survie. Alors que les personnes qui parviennent à vivre avec leur traumatisme, leur fragilité, en gérant un quotidien pas trop bancal, ne vont pas nécessairement chercher un changement. Il faut qu'il y ait urgence à un moment donné, de passer à autre chose. Il y a à s'inspirer des gens qui souffrent car ce sont des chercheurs. Ils ouvrent des voies, testent, imaginent. Un va-et-vient dans cet ouvrage nous fera naviguer de la personne en grande souffrance à un individu au quotidien plus ordinaire. L'objectif est d'essayer d'entendre bien sûr d'autres façons d'avancer, mais également de questionner le processus de la violence pour en tirer quelques enseignements pour tout un chacun. Car si nombre d'auteurs, qu'ils soient sociologues, psychothérapeutes ou politologues, explorent la question de la violence, aujourd'hui plus que jamais, aucun consensus ne semble les relier. De ceux qui nomment une forme d'instinct violent chez l'homme à ceux qui nient qu'il y ait quoi que ce soit d'agressif dans la nature humaine, toutes les théories s'argumentent. Il n'y a pas une vérité. L'humilité est de mise, face à une recherche qui, à partir du moment où elle touche à la psychologie humaine, ne peut se résumer à des calculs ni à des chiffres. La réflexion qui vous est proposée ici, ne prétend donc à aucune vérité qui soit universelle. Il s'agit de pistes de travail issues d'une pratique thérapeutique quotidienne, avec des personnes en grande souffrance, ayant subi ou subissant la violence d'autrui, ou étant actrices elles-mêmes d'une forme de violence. Puissent les recherches, mises bout à bout, éclairer un jour ces questions qui nous dépassent. Préface de Pierre Lassus. La violence est omniprésente dans les sociétés. Violence dans les rapports entre individus,
violence d'État, violence agie par des individus contre eux-mêmes, violence de toute forme, violence physique, violence idéologique, économique, sexuelle, psychologique et ceci depuis toujours, aussi loin que remonte la mémoire des humains. Comme il en va pour le mal, aussi scandaleuse qu'en soit l'idée, le fait est, la violence est permanente au point qu'elle pourrait paraître constitutive de l'être. On évoque d'ailleurs la violence de la nature elle-même, orages, tempêtes, éruptions, cataclysmes. Mais toujours, elle est associée à la brutalité, à la contrainte, à la négation de l'autre en tant que sujet libre et désirant, voire à sa destruction pure et simple, physique et ou psychique. En ceci elle est forcément cause de souffrance, et la conscience morale, l'humanisme commun, doivent ou devraient conduire sinon à l'éradiquer, du moins à l'atténuer autant qu'il se peut et c'est en effet ce à quoi s'emploient depuis toujours religion, spiritualité et philosophie, science et politique, du moins le prétendent-elles, ce dont il est permis de douter au regard de l'état du monde. Certes il paraît difficile, souvent même impossible, de lutter contre la violence de la nature, contre des phénomènes qui agissent hors du champ moral, sous l'effet de logiques structurelles, qui tiennent à l'essence même des choses et sur lesquelles les humains n'ont malgré les progrès scientifiques et techniques que bien peu de prise, ce dont l'on serait parfois tenté de se réjouir tant précisément, la violence, trop souvent imprègne les actions humaines quand bien même ils prétendent agir au nom d'un souverain bien. Mais si les souffrances que produit la violence, quelle qu'en soit la cause, sont également insupportables, l'éthique doit nous conduire à établir une distinction fondamentale liée à ses origines, selon qu'elle résulte de faits naturels, ou selon qu'elle est délibérément provoquée par les humains. Certaines pathologies causent des souffrances intolérables aux malades. Ceux-ci ne souffrent pas moins que l'individu soumis à la torture par le bourreau et cependant l'homme doté d'une conscience morale distingue les maux. S'il déplore les uns, il condamne les autres. Le tsunami qui en 2004 a ravagé les côtes de l'océan Indien a en quelques heures provoqué la mort de 200 000 personnes, nombre semblable à celui des victimes en une nuit de 1945 du bombardement de Dresde. Entre 1347 et 1351, on compte 25 millions de morts du fait de la Grande Peste. En 4 années également, le bilan de la Grande Guerre, de 1914 à 1918, est de 19 millions de victimes. En 1995, on comptait 20 386 homicides au Brésil, 12 834 en Colombie, et en 2001, au Salvador, pays considéré comme le plus dangereux du monde, les morts causées par un séisme ont correspondu à un taux de mortalité de 15 pour 100 000 habitants, soit 8 fois moins que les assassinats. La quête de l'humaniste devrait s'appliquer à supprimer, à diminuer les violences agies, consciemment ou non, volontairement ou non, par des humains. Or devrait-on considérer, au regard de son universalité et de sa permanence, que la violence serait inscrite dans les gènes des hommes ? Sans doute la capacité de violence est-elle présente chez chacun en ce qu'elle permet de faire face à des dangers qui menacent notre intégrité, notre vie. En ceci elle a une utilité défensive, protectrice, et d'ailleurs, par l'intimidation, des manipulations psychologiques, voire par l'utilisation de drogues spécifiques, les agresseurs s'attachent-ils à la supprimer. Ce qui est en cause, c'est donc l'utilisation de cette capacité de violence, son détournement et son emploi, non pour permettre au sujet de se protéger, mais pour agresser un autre sujet, le contraindre ou le détruire aux fins de satisfaire des pulsions d'emprise, lesquelles répondent à un besoin, conscient ou non, éventuellement retourné contre soi-même, de préserver une organisation psychique pathologique. Il faut donc se féliciter de l'ouvrage de Cécile Charrier qui non seulement fait le point sur la violence dans ses origines, dans ses formes, dans sa dynamique et sa signification, mais surtout nous propose une thérapeutique adaptée et réellement applicable par l'utilisation de la créativité dont chaque sujet est porteur. En effet, alors que la violence n'est en soi que répétition mortifère, Cécile Charrier nous propose une possibilité de transformation, de dépassement, qui mobilise la capacité créatrice présente chez chacun, force de vie opposée à la force de mort, dépassement mobilisé contre l'enlisement de la répétition morne et tragique du diktat des enregistrements archaïques. Puisse cette association entre une réflexion théorique, une pratique clinique et des propositions concrètes d'intervention, servir aux professionnels et aussi à tous ceux qui ont conscience des enjeux sociaux et éthiques soulevés par la perpétuation mortifère de la violence, puisse-t-elle permettre d'agir avec plus d'efficacité dans un combat nécessaire contre un mal qui est à l'origine de beaucoup des malheurs frappant l'histoire des humains. Pierre Lassus. Essayiste, psychothérapeute.
Administrateur de l'Institut de victimologie. Citation. Pourquoi nous-mêmes avons-nous eu besoin d'un si long temps avant de nous décider à reconnaître une pulsion d'agression? Pourquoi n'avons-nous pas exploité sans hésiter pour la théorie des faits qui sont exposés au grand jour et connus de chacun? L'accueillir dans la constitution humaine paraît sacrilège. Cela contredit trop de présuppositions religieuses et de conventions sociales. Non, il faut que l'être humain soit par nature bon, ou du moins d'un bon naturel. Freud, XXXIE accent grave leçon. Introduction. Il lève le poing, la bouche serrée. Il est grand, puissant et très en colère. Le poing retombe, au milieu du bloc de terre, la table en tressaute. Imprimé dans la glaise, la trace de la colère. C'est son poing, sa peau, son empreinte. 40 ans et tant de tension, expulsé dans un geste qui ne peut rater sa cible. La terre, médium malléable s'il en est, reçoit, imprime et garde pour les yeux qui voudront le voir cet instant de colère. 40 ans d'attente. Pour s'autoriser ce geste, pour l'entendre et être entendu. En effet, quand l'autre ne laisse pas de l'espace pour mon corps, soit je replie celui-ci qu'il prenne encore moins de place, soit je pousse l'autre en quête de respiration. Ce corps à corps deviendra vite agressif ou violent, si l'autre ne bouge pas, ne sort pas de son positionnement. Quand l'autre ne laisse pas d'espace à mon corps, il ne me laisse pas de place pour être qui je suis, je n'existe pas. L'éducation est censée permettre l'apprentissage du chacun à sa place. Cette place-là est d'abord physique. De la même manière, un peu plus tard, l'enfant apprend à laisser parler l'adulte. L'échange viendra plus tard encore, quand il pourra assumer sa place. Quand il sera à la hauteur des grands, en somme. Si l'autre monopolise l'espace de la parole, il en est de même qu'avec les corps. Soit je me tais, soit je hausse le ton poussant ma voix pour me faire entendre. Prendre ma place. Quand il n'y a pas d'entente, pas d'écho, quand l'un muselle l'autre, le prive de son droit d'expression, qu'il soit corporel ou verbal, c'est une négation de son humanité. Là est le creuset de la violence. Mais quand la réaction est celle du silence, de l'acceptation de ce pouvoir qu'autrui se donne sur nous, là est le pire à venir. Les émotions, grâce à une anesthésie généralisée qui permet l'évitement de trop de souffrances, se tairent et s'enterrent. Quand elles oseront l'expression, ce sera souvent trop souvent, pour exploser sous le visage d'une haine froide, peut-être calculatrice, contre n'importe qui, n'importe quoi. Ou bien elles se retourneront contre soi en autodestruction, sans rémission. Ou bien, il s'agira souvent trop souvent de destruction. À l'époque de ce coup de poing, je suis stagiaire en art-thérapie. Il est grand, corpulent, nous sommes dans un hôpital de jour et je suis seul face à lui. L'atelier de groupe est terminé. Il est resté alors que je rangeais la salle et j'ai senti sa colère. J'ai eu peur. Que faire? Mon intuition m'a fait lui désigner le pain de terre encore ouvert sur la table. Lui, il peut recevoir cela, allez-y. La violence du geste m'a fait sursauter. Si cet événement inaugural dans ma pratique m'a fait sentir le potentiel de la terre, de l'objet dit intermédiaire, dans la gestion des émotions, il a également posé les bases de mes recherches actuelles. Qu'est donc cette violence dont nous sommes capables? D'où vient-elle? En réaction à quoi? À qui émerge-t-elle? La décharge a été physique, énorme, intense. Le soulagement, la détente immédiate. Quand j'ai proposé de garder la trace de cet événement, de cet acte, j'ai vu son étonnement. Là, il s'est passé quelque chose. Mais quoi donc? Première partie, REPERES. Chapitre 1, le lieu de la violence. Est violente toute action où l'on agit comme si on était seul à agir. Comme si le reste de l'univers n'était là que pour recevoir l'action. Est violente par conséquent aussi toute action que nous subissons sans en être en tout point les collaborateurs. Presque toute causalité est dans ce sens violente. Emmanuel Lévinas rejoint là la banalité du mal, théorisée par Hannah Arendt, quelque part où chaque homme méconnaît son potentiel de violence, alors même que celle-ci est de tout temps, et de partout parce que la violence est en l'homme. Cependant, ce qui diffère est bien l'utilisation qui en est faite, violence jugulée, maîtrisée ou débordante. C'est donc par l'action que se déploie le potentiel de violence de l'humanité. Au point que l'Organisation mondiale de la santé propose un rapport mondial sur la violence et la santé en 2002, présentant la violence comme un défi planétaire.
Mais qu'est-elle donc la violence? Car il faut réussir à circonscrire la définition de ce qu'est la violence, sans quoi il n'y a pas d'appréhension concrète du phénomène qui soit possible. Les définitions varient selon les auteurs. Agressivité, violence, amalgame des uns reprochés par les autres. Comment le grand public pourrait-il entendre ce qui le concerne, au milieu de ces désaccords? Si la plupart des auteurs s'accordent sur la dimension pulsionnelle de la violence, les termes utilisés varient pour la nommer. Ce que nous pouvons retenir des recherches sur le sujet, c'est que l'homme a un potentiel de violence, qui est acté ou non. Une fois démontré que cette pulsion nous habite, c'est le quoi en faire qui peut alors être questionné. Là est l'intérêt et tout ce qu'il y a encore à travailler. Car s'il est reconnu aujourd'hui, majoritairement, que nous sommes tous potentiellement violents, nous vivons dans un monde qui refuse cette dimension humaine et cherche à la faire disparaître. De fait, aujourd'hui, la violence est perçue comme un débordement, un excès, qui est partout dans nos sociétés. Impossible d'ouvrir un journal, sans avoir quotidiennement le terme violence dans un titre. Elle est partout, violence à l'école, violence conjugale. La violence sur autrui, la violence sur contre soi, la violence sociale institutionnelle, la violence groupale. En outre, l'acte violent stigmatise son auteur, la société étant à quelques exceptions près du côté de la répression. Bien que cela fasse partie, dès 2002, des recommandations de l'OMS, promouvoir les mesures de prévention primaire. Aujourd'hui, en 2013, nos sociétés agissent, encore et toujours, une fois que la violence est agie. Celui qui est violent représente alors le mal, il incarne ce que chacun refuse de lui-même, à ce titre il sera banni, puni. Or si l'on considérait réellement la violence dans ce qu'elle a d'originaire et de sain, au sens de potentialité constructive, elle perdrait sans doute de son pouvoir de domination. Le lieu de la violence est en nous, mais cette réalité est niée. L'approche qui consiste à refuser notre violence permet et produit les débordements qui nous amènent à définir ce phénomène comme un excès. À l'origine. Définition. Abus de la force, dit le petit Robert. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une carence. Pour Jean Bergeret, il est question de violence fondamentale, au sens des instincts primaires purement défensifs de la vie et ne connotant ni vectorisation objectale encore précise, ni capacité d'amour ou de haine. Le lien entre ces définitions? C'est le dilemme lui ou moi, cette base de la vie. La violence, c'est une rencontre de mon être avec celui des autres. Je nais, je respire, et cet espace que je prends, il est déjà à d'autres, il me faut prendre ma place. C'est là que surgit le premier problème. Au nouveau-né on donne une place, il n'est en rien capable de la prendre. Problème donc, si l'adulte qui en est responsable a lui-même une gestion de sa propre place problématique. Si équilibre ou recherche d'équilibre, il y a pour cet adulte, il cherchera à donner au nouveau-né l'air, l'espace, qui le rendront présent à lui-même, une base tout au moins à son développement futur. Pour éprouver son corps, le nouveau-né va sursauter, mordiller, tendre la main, le pied, toucher. Il va ainsi mettre en contact sa propre peau, sa surface vitale, avec celle du monde, d'abord symboliquement concrétisée par celle de l'autre. Il va pousser le corps rencontré par son propre corps, également. Ouh, je suis là, tu es qui toi? Ce contact peut être un peu dur, un peu brut. Il n'est pas réfléchi. Il sera calé sur l'attitude de l'autre, sur l'interprétation des postures corporelles, notamment. 8 ans. Il court partout, ne tient pas en place et exaspère les adultes. Il est capable de crier très fort, longtemps, et quand on y assiste, on imagine aisément le chaos final. Les vitres qui s'effritent et tombent comme dans les dessins animés. Il violente l'intimité d'autrui, ce faisant. Le son entre dans le monde auditif de l'autre, le mouvement perpétuel de son être se joue des limites des cadres posés par les adultes, fenêtres, portes, murs. Il les franchit, se mettant lui-même en jeu. Physiquement parlant et en se servant de ses sens, cet enfant dit son besoin de place. Ouh, je suis là. Mais oui, n'entendez-vous donc pas? Ne me voyez-vous donc pas? Alors c'est le corps entier qui va parler, parce que ce qui est à dire préexiste aux mots.
Là peuvent se rejoindre dans leur définition si l'on fait appel à l'étymologie, la violence et l'agressivité. 1. Violence. Étymologie, il y a le monde de la force, vice, latin. De l'abus de la force, violenta, porter atteinte à dévaster. Mais la vice est aussi celle de la conscience ou de la personne. 2. Agressivite. Tout proche est celui du mouvement contre. Cette racine, latine, est celle de la marche, du mouvement. Gradus évolue en gressus, précédé du préfixe ad qui signifie vers. L'agressivité, ce serait le mouvement contre quelqu'un. Ce mouvement contre, c'est souvent une tension vers l'autre, en écho avec une tension interne qui bouscule les corps. Ce qu'on nomme agressivité pourrait se résumer au départ de la vie, par des tensions mal gérées entre un dedans, mon monde interne, et un dehors, le monde, les autres. Comme un rappel où je suis là. Certains pointent une confusion faite entre violence et agressivité. Or, si la première est innée et nécessaire à la survie de l'individu, la violence fondamentale selon Bergeret, on peut considérer que cette dernière n'est en fin de compte pas si éloignée de l'agressivité selon D.W. Winnicott, qui aurait pour origine des pulsions motrices. L'un parle de prendre sa place, psychiquement parlant, l'autre énonce un besoin semblable, sur un plan physique. Violence, violence fondamentale, DESTRUCTIVITE, AGRESSIVITE. Violence fondamentale et agressivité seraient donc deux pendants d'une même force. Ces deux dimensions de la pulsion originaire seraient le fer-main de la violence, au sens actif du terme, si elles ne sont pas intégrées. Deux pendants ou deux temps. Une pulsion première, à vocation défensive, une force interne innée, de l'ordre de la potentialité, et dans un second temps un autre visage de la même pulsion, lié à une forme de plaisir, de détruire, d'attaquer. Selon les auteurs, les termes se rejoignent, se recoupent, et il est parfois difficile de s'y retrouver dans ce qu'ils tentent de circonscrire. Il peut apparaître ainsi que violence fondamentale et destructivité soient proches, dans leur contenu. Pour les psychanalystes, nous sommes dans le registre de la pulsion, processus dynamique consistant dans une poussée, charge énergétique, facteur de motricité qui fait tendre l'organisme vers un but. Or pour Freud, l'origine de la pulsion est interne comme pour Bergeret. Pour Winnicott, l'environnement y est pour quelque chose. Les excitations pulsionnelles peuvent s'avérer aussi externes qu'un grondement de tonnerre ou une claque. Nos expériences de terrain témoignent d'une violence ne nous appartenant pas, issue de l'environnement, d'événements traumatiques, etc., et émergeant dans un second temps d'une violence propre, personnelle et première. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur les conséquences de ce constat en termes de prise en charge thérapeutique. La distinction violence fondamentale, instinct violent archaïque et agressivité, violence alliée à la libido, ne correspond sans doute pas à autre chose. Un des points qui nous semble les distinguer est la relation à l'autre. En effet, l'instinct violent est en l'homme. Il appartient à sa nature même. L'agressivité, quant à elle, se développe au contact d'autrui. Sans celui-ci, elle n'aurait pas lieu d'être. Cela peut sembler évident, cependant dans l'optique d'une thérapeutique de la violence, ce point est d'importance en ce qu'il permet de distinguer pour le patient ses responsabilités et celles d'autrui. Bergeret ne parle pas d'autre chose quand il pointe l'obligation de travailler sur les manques narcissiques primaires, avant d'aborder l'évolution psychosexuelle à travers le mythe oedipien. Du point de vue thérapeutique, il ne servirait à rien de commencer par analyser des conflits de nature déjà triangulaire et génitale, alors que les difficultés présentes découlent d'abord de l'impossibilité d'intégrer et de lier la violence narcissique qui se trouve réveillée à l'état assez primitif par un quelconque nouveau traumatisme réactivant les données sur lesquelles s'était mal cicatrisé le traumatisme initial. L'un précède l'autre. J'ai besoin de l'instinct violent pour m'imposer, exister physiquement parlant et psychiquement parlant. L'agressivité se développera par la suite, selon les réactions de l'entourage. La violence fondamentale nécessaire à l'affirmation de soi laissera place à l'agressivité si l'instinct violent ne permet pas de prendre sa place. À l'opposé de l'agressivité, nous avons la violence intégrée, ce fameux instinct archaïque, fondamental, qui se lierait également à la libido mais au lieu que la violence devienne source de plaisir, il s'agirait d'une forme de sublimation de la pulsion. Violence fondamentale et libido pouvant devenir source de créativité,
celle-ci étant à entendre ici comme potentialité d'action sur le monde, non comme donnée touchant à l'art, confère de l'espace de la créativité. Enfin, si la pulsion de destructivité et la pulsion violente archaïque peuvent désigner quelque chose de similaire, le terme de destructivité résonne différemment. Il nous semble qu'il y ait là une question de corps, de matérialité qui sera étudiée plus avant dans les prochains chapitres. Concernant le vocabulaire utilisé dans cet ouvrage, il faut s'entendre sur l'usage et le sens des termes utilisés par divers auteurs de diverses manières. Je parlerai donc de violence fondamentale pour désigner la pulsion première, celle qui permet de se maintenir en vie sur un mode défensif. Non intégrée, c'est elle qui donne lieu à des actes violents. Intégrée, elle devient source de créativité. De colère, pour désigner la mise en acte du non. C'est une émotion parmi les 8 dites primaires. D'acte violent, pour désigner les conséquences d'une pulsion non intégrée, la violence fondamentale. De destructivité, pour désigner la capacité inhérente à l'être humain de détruire le monde, soi-même, l'autre. C'est également une pulsion, qui se joint à la violence fondamentale quand il est question de survie, elle permet d'agir. D'agressivité, pour désigner la forme que prend la violence fondamentale non intégrée quand elle n'est pas dans le passage à l'acte. Intérieur-extérieur. La pulsion qui pousse à prendre sa place, physiquement parlant, permet de se prendre une place, psychiquement parlant. Cette pulsion doit rencontrer un cadre qui la contient, l'aborde et limite sa toute-puissance. Ainsi elle peut s'intégrer et prendre une forme socialisée qui deviendra la colère. Si la pulsion ne trouve pas de contenant, elle fuit dans une extériorité sans retour positif pour l'individu. La violence, au-delà de l'acte violent, est punie, on en tirera un sentiment de faute, de culpabilité. L'enfant apprendra à la contenir à l'intérieur, par peur de ses débordements et par peur des représailles, ou bien son fonctionnement glissera vers un besoin de confrontation permanente, à la recherche de limites. Celles-ci doivent nécessairement être données par l'entourage de l'enfant, c'est une fonction parentale, puis sociétale. Du côté parental, il s'agit bien de limites physiques, de bras qui tiennent et contiennent, qui permettront la constitution d'une enveloppe de soi, le moi-peau. La sensation d'être dans son corps qui ne se questionne pas car elle va de soi pour ceux qui l'ont acquise dans l'enfance. Le corps qui touche est touché, contact qui pose les bases d'une première sensation d'exister. Sans l'autre, celle-ci n'existe pas. Il ne s'agit pas ici du contact du pull, ou d'un gant de toilette contre la peau, mais d'une autre peau contre celle du nouveau-né. Ce contact-là prend l'être dans sa globalité, le corps, l'essence et en le portant lui donne une place. Avant le langage, je suis là, dans les bras maternants. Avant de pouvoir mettre des mots sur cette sensation de confort ou d'inconfort, je la ressens par tous les pores de ma peau, et ce vécu sensoriel imprime profondément sa marque en moi. Ensuite, et après les pleurs, les appels à déchiffrer, source de tant d'inquiétude pour de jeunes parents, il y aura les mots. Eux aussi cherchent le contact avec l'autre. Eux aussi permettent d'avoir une place. Quand ils sont entendus. Elle a 17 ans. Ne se sent pas à sa place, sans doute comme tous les ados du monde. Elle pourrait faire comme sa copine de lycée, s'entailler les avant-bras, regarder son sang perler pour se sentir exister dans cette fuite en dehors de son propre corps. Mais elle ne comprend pas ce qui pour elle est excessif. Ce qui sort de soi est vu ou susceptible de l'être, malgré les manches tirées pour cacher les traces. Non, elle montrer ce n'est pas son truc. Alors ça reste à l'intérieur. Et petit à petit elle se sent rongée de l'intérieur, par quelque chose qu'elle ne nomme pas. Comment le pourrait-elle ? Le monde. Il y a un extérieur. C'est ce que je vois, entends, touche qui n'est pas moi. Et il y a un monde. Le mien. Intérieur. C'est ce que je suis, dont je prends connaissance au fil de mes actes et de mes rencontres avec ce qui n'est pas moi. Ce monde-là entre en contact avec le monde, comme mon corps a touché au départ le bord de cet extérieur, le doigt de pied effleurant l'eau froide de la piscine. Le bord du monde. Il me touche le monde. Provoque des émotions, des sensations, nées de ce contact avec ce qui n'est pas moi. Celui-ci m'émeut, me heurte. Il m'effleure ou il me pénètre. Il me caresse ou il me violente. L'indifférence n'existe pas, sauf cas extrême où l'être s'est justement coupé du monde par un mur de protection, telle la forteresse infranchissable de l'autisme.
Il me touche le monde et c'est tant mieux. Là est la richesse, là est l'avenir. Dans la rencontre avec l'inconnu, celui qui ouvre aux découvertes, aux aventures humaines, sociales, scientifiques. Par lui, l'individu apprend qui il est, ce dont il est capable. Par lui, il s'éprouve homme, porteur de projets, d'évolution, certes pour lui-même, mais également parfois pour l'humanité. Le monde touche mon monde. Le problème est quand le heurt entraîne la destruction sans rebondissement possible. L'expérience n'a aucune valeur éthique, disait Wilde, c'est juste le nom que les hommes donnent à leurs erreurs. Au moins ces hommes-là ont-ils le recul sur leurs actes. Peut-on revendiquer cela, de génération en génération, qui s'enchaînent, répétant justement un peu trop les mêmes erreurs? À refuser l'exemple, l'expérience, de nos aînés, on se dit capable de mieux, et on refait le même parcours, certes avec d'autres techniques, d'autres méthodes, actualisées. Le fond est le même. Que de temps perdu. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit encore qu'être fort, c'est se taire face à la douleur. Qu'aller chez le psy, c'est s'écouter. Eh bien, c'est justement là l'enjeu. L'interdit est de répondre à cette violence que nous fait le monde, sous toutes ses formes. Les événements, cataclysmes environnementaux, géopolitiques, sociaux, l'autre, l'individu, la maladie, le temps qui nous fait mourir et qui nous fait humains, toute cette violence, nous devons de la contenir en nous. Cette violence se distingue de la pulsion d'étrier plus haut. Ici elle est un ressenti, intime et variable, selon le parcours de vie notamment, et là où en est la personne de la gestion de ses émotions. Elle est subie, et elle ne nous appartient pas. Cependant, les sociétés décident et imposent des réactions face à ces ressentis qui leur sont propres, selon la culture, l'époque, le sexe des personnes, etc. Ça ne pleure pas un homme. Tais-toi. Arrête de te plaindre. Finis ton assiette, pense aux petits-enfants d'Afrique. Elle est bien ta vie, pourquoi vouloir en changer? Faut faire avec ce qu'on a, c'est déjà pas si mal. Combien d'enfants grandiront ainsi avec l'idée que ce qu'ils ont est bien, bon pour eux, puisque les adultes le leur disent. Que la vie est ainsi faite, que ce qu'on a est déjà bien, que demander plus est égoïste? S'agit-il de demander plus à la vie, ou de lui demander autre chose, cela même qui me convient à moi, en tant qu'être ayant des besoins spécifiques? C'est souvent un beau mélange de cela qui se fait dans les discours parentaux. Violence, COLERE, IDENTITE. La violence fondamentale est une pulsion. Elle permet de prendre sa place, donc de survivre. Si rien ne retient ni ne contient cette pulsion, elle ne se sociabilisera pas et deviendra un mode de fonctionnement, la violence, l'agressivité pour le futur. Si la violence fondamentale rencontre une autre forme de violence de la part de l'environnement, elle se taira, puisque la force là est celle du monde adulte, et bien sûr n'aura aucune chance de s'intégrer. Ce qui en sera appris sera une peur de la violence, celle de l'autre, et la sienne propre. Si elle rencontre un environnement contenant, elle prendra une forme sociabilisée, la colère. En matière de définition, il en est pour la colère comme de la violence. Selon la plupart des dictionnaires et des auteurs, la colère est un excès, à fuir, donc. Il n'est rien de dire que l'humanité a un problème avec ses émotions et leur expression. Là semble également être une confusion entre violence et colère. Il est connu que dans les émotions dites fondamentales, sont la joie et le chagrin, la peur et la colère, l'amour et le dégoût. La colère, précisément, serait un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Encore donc de la violence et de l'agressivité. Or dire non, c'est s'affirmer comme un être de désir. Cela s'apprend. Le non qui n'est pas entendu peut devenir colère, un ton de voix qui change, une posture du corps qui se modifie, une couleur sur les joues qui reflète l'accélération cardiaque. La colère est un mouvement émotionnel qui amène à hausser le ton, quand autrui n'entend pas. Cela n'a jamais tué personne. Mais quand le non fondamental n'est pas entendu, comme une limite de l'individu posée à l'autre, à l'environnement, alors la colère peut devenir violence. Il y a des degrés à la colère, comme il y en a à la violence. Le problème est que socialement, bien souvent le non est refusé, avant même qu'il devienne colère. Il faut du calme, des enfants sages, de la docilité. Refuser le non, c'est éteindre la contradiction pour beaucoup, donc la révolte. Il ne faut pas de ce germe-là, surtout pas. Accepter la réalité et l'empêchement de la réalisation des désirs qu'elle entraîne semble une constante éducative.
Bien sûr, il faut respecter les règles. C'est à cela que sert l'éducation. Apprendre le cadre dans lequel évolue le groupe humain qu'on nomme société. Le cadre pose des règles de vie communes. Les règles concernent le permis et l'interdit. Pourtant, dire non, dès l'âge de l'opposition à la figure d'autorité, c'est s'affirmer en tant qu'être autonome et surtout être de désir. Le non pertinemment géré pose la personnalité dans sa différence. Or, si le non est étouffé dès le départ, l'affrontement aux parents, c'est une des bases de la violence qui est ainsi posée pour les comportements futurs de l'individu. Car le non qui construit, celui qui permet l'opposition par l'affirmation de ce qu'on est, et l'énonciation de ses désirs, est celui-là même qui n'est pas dit, ou qui a tant de mal à se dire parce qu'il affronte le désir et ou le non-désir parental. Alors le non ravalé, comme celui qui n'a pas d'écho d'ailleurs, devient constitutif de la colère qui pourra devenir violence dans le passage à l'acte. Qu'on la garde en soi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.